Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux de venir vous parler de ce sujet à l'AFEF. Je dois dire que c'est presque un peu d'émotion que je le fais, parce que je pense que quand j'ai commencé à aller dans des conférences, et je crois que c'est la première fois que je parlais dans un congrès, c'était à l'AFEF, parce que j'allais souvent à l'AFEF à cette époque-là. J'étais externe ou en master et j'avais fait mes premiers pas comme ça dans un congrès, donc c'est toujours avec beaucoup d'émotion que je reviens. À l'époque, je travaillais sur l'alcool et la gamma-GT, donc ça devait intéresser. Maintenant, je suis plutôt sur les perturbateurs endocriniens, c'est peut-être un peu moins bon, mais bon. Ok, donc, je vais vous parler d'exposome. Et dans une deuxième partie, un peu les aspects. Je vais commencer par une introduction un peu générale. Et ensuite, je vais parler des aspects plus hépatiques vers la deuxième partie de mon exposé. J'aime toujours commencer par des considérations un peu générales sur l'environnement et les maladies. Et j'aime beaucoup insister sur le fait que l'environnement, c'est pas que du mauvais. Hein. Donc, évidemment, il y a les problèmes industriels. Il y a Pékin, il y a quelques années, donc en plein jour. Il y a tout ce qu'on peut avoir dans l'alimentation, mais il y a aussi les espaces verts. Il y a les espaces bleus. Il y a l'environnement social qui peut parfois être très, très agréable. Donc, il ne faut pas nécessairement associer environnement à pollution. Je ne vais parler quasiment que de pollution dans tout le reste, mais enfin, c'est bien de commencer par quelque chose d'un tout petit peu plus positif pour commencer, mais ça veut dire aussi qu'on peut y faire quelque chose, on peut, en modifiant l'environnement, améliorer un certain nombre de conditions. Vous avez ici une représentation donc, de la mortalité globale. Donc, ça, c'est un travail de l'OMS dans le Lancet il y a quelques années. Ils le font régulièrement. Mortalité globale et facteurs de risque. Donc, vous voyez que la pollution totale est responsable d'une mortalité plus importante que le tabagisme et plus importante qu'un certain nombre d'infections réunies. Donc, c'est quelque chose dont il faudra tenir compte. Ça concerne beaucoup la pollution de l'air, hein, pour laquelle les arguments sont les plus forts. Un peu plus que pour l'autre pollution chimique ou autre, mais quand même, ça veut dire qu'il faut s'y intéresser. C'est une source de pathologie et de mortalité tout à fait importante. Alors, là aussi, c'est à la fois intéressant d'un point de vue géopolitique, parce que vous voyez que l'impact de la pollution sur la santé est très important dans des pays comme les pays d'Afrique ou d'autres pays. Et alors que si je vous représentais ici ceux qui sont à l'origine de la pollution, ce serait quasiment en miroir. Donc, en fait, ceux sur le plan mondial qui provoquent la pollution ne sont pas nécessairement ceux qui en souffrent le plus, en tout cas en termes de mortalité. C'est important d'un point de vue international et de l'équilibre. Alors, il y a un certain nombre de pathologies qui ont été attribuées à l'environnement, au sens plutôt pollution ici. En fait, vous voyez que pratiquement toutes les pathologies chroniques y passent. Je ne veux absolument pas dire, en vous montrant ceci, que l'environnement est le principal facteur de toutes ces pathologies. Je veux dire qu'à un moment ou à un autre, il y a des arguments, des études qui indiquent qu'il y a une contribution de l'environnement à ces pathologies. Donc, différents types de cancers, les problèmes de fertilité, c'est quelque chose qui a, par exemple, beaucoup de travaux sur les perturbateurs endocriniens ont commencé ici. Des maladies neurologiques, à la fois neurodégénératives, mais surtout le développement neurocomportemental de l'enfant, l'obésité et les maladies métaboliques, les maladies cardiovasculaires et respiratoires, bien sûr les maladies hépatiques et gastro-intestinales. Il y a depuis quelque temps des arguments concernant les maladies auto-immunes. Les allergies, c'est presque une évidence. Et puis les maladies de développement. Donc ça couvre vraiment un grand chapitre. Et si on ajoute l'infectieux là-dessus, donc on couvre encore plus large, dans une définition plus large de l'environnement. Je ne sais pas, on ne peut pas toujours vous dire à quel pourcentage de facteurs de risque l'environnement contribue. C'est quelque chose qui est assez difficile, mais il y a beaucoup de travaux dans ce sens pour donner une part attribuable à certains polluants dans ce type de pathologie. Alors, le concept d'exposome,
ce que je vais faire, c'est, comme souvent dans ce type de problématique, quelqu'un propose un concept et puis il y a toute une série d'autres auteurs qui viennent abonder sur ce concept, peut-être le modifier un peu. Et ce que je vous propose, c'est une forme d'historique pour vous montrer les différentes contributions qui sont d'abord la naissance du concept et puis ensuite les différentes contributions qui ont soit amélioré, soit élargi, soit précisé ce concept. Je pense que c'est important parce qu'il y a malgré tout beaucoup d'ambiguïté sur ce que c'est. Alors, à l'origine, il y avait Christopher Wilde, donc c'est pourquoi beaucoup de gens appellent le concept le Wilde Concept. Donc Christopher Wilde, directeur du Centre international de recherche sur le cancer à Lyon, qui s'intéressait au cancer et qui finalement avait une vision assez précise de la contribution de la génétique donc dans le domaine du cancer. Mais par contre, tout ce qui était non génétique, c'était un tout petit peu le bazar, que ce soit la pollution chimique, les infections, l'alimentation et le comportement, etc., etc. Et donc, il a voulu proposer un concept pour unifier pratiquement tout ce qui n'était pas génétique. Et donc, il a défini l'exposome comme étant toutes ces expositions environnementales tout au long de la vie. Toutes les expositions environnementales. Et donc, incluant à la fois les expositions chimiques, physiques, biologiques, mais aussi les stress psychologiques. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement large. Donc, ça, c'est le premier point. Ça intègre beaucoup d'expositions. Mais le deuxième point, c'est que c'est une intégration tout au long de la vie. Donc, il y a un côté temporel, illustré en bas par le fait que des expositions qui peuvent avoir lieu très tôt dans la vie peuvent avoir un impact qui se révèle par une augmentation de risque pathologique beaucoup plus tard dans la vie. Je donnerai quelques exemples tout à l'heure. Ensuite, il y a toute une série de visions différentes qui sont venues se rajouter, essayer de préciser et parfois complexifier le problème. Donc, Germaine Buck-Lewis, qui est une épidémiologiste, elle a beaucoup insisté dans sa contribution à l'exposome sur le contexte de la vie, les vies en communauté. Est-ce que c'est un milieu urbain? Est-ce que c'est un milieu rural? Est-ce que c'est au travail, etc. Donc cette vision très communauté, lieu de vie, etc., qui est le point le plus important dans ce qu'elle a proposé. Vision plutôt épidémiologique. Est venue aussi la contribution de Rapaport et Smith, et qui correspond finalement assez bien à ce que beaucoup de gens entendent par exposome. Ils ont dit ce sont toutes les expositions vie entière où l'environnement correspond surtout au milieu chimique interne, ce qui est représenté ici par des courbes, mais enfin différents produits chimiques qu'on peut détecter dans le sang. Et pour eux, c'est une vision vraiment analytique parce qu'en analysant le sang, par exemple, ou d'autres fluides biologiques, on peut avoir une assez bonne idée de l'impact des différentes expositions. Et analyser le sang, c'est pas seulement les xénobiotiques, les polluants, les contaminants qui sont présents dans le sang, mais c'est aussi les métabolites internes, c'est aussi la contribution du microbiote. Quand vous faites une analyse, disons, ce qu'on appelle métabolomique large du sang, vous avez des métabolites endogènes, bien sûr, vous avez ce qui vient de l'alimentation, vous avez la contribution, vous retrouvez beaucoup de substances du microbiote, et vous avez ensuite toutes les substances exogènes. Elles ne sont pas toutes pareilles, elles n'ont pas les mêmes caractéristiques physico-chimiques, ce qui fait que les moyens de les détecter ne sont pas tous équivalents, et en particulier ce qui est en rouge là, c'est plutôt les polluants, et les polluants sont 3-4 logs de plus bas en termes de concentration que des métabolites endogènes ou des vitamines. Donc, il faut donc une vision très analytique et qui reste, pour beaucoup de gens, un peu la définition de ce qu'on pourrait appeler l'exposome chimique. Gary Miller est allé un peu dans ce sens-là, donc très analytique, analyse du sang, mais il a un peu distingué deux aspects. Une capacité à détecter des polluants, des xénobiotiques, d'une part, et une capacité à détecter des métabolites endogènes qui serait la réponse de l'organisme à cette exposition aux polluants. Et donc sa contribution, c'est de dire l'exposome, ce n'est pas seulement les influences environnementales, mais c'est aussi la réponse biologique associée à cette exposition. Donc quelque chose un peu plus large que simplement la description de l'exposition chimique, c'est aussi la réponse. Vision d'un toxicologue, au fond. C'est intéressant de voir comment l'origine en fait, disciplinaire de chacun de ces auteurs a influencé sa contribution et sa définition. Vous avez ensuite quelque chose qu'on va appeler l'éco-exposome et qui a la vision écotoxicologique.
Vous savez que de nos jours, on essaye de rapprocher les données sur la santé humaine de tout ce qui est santé des écosystèmes. Et donc, il y a eu un rapport du NRC aux États-Unis, il y a quelques années, qui a parlé d'éco-exposome et qui a établi ce lien entre le récepteur ici, qui serait l'humain, et puis son interaction avec les écosystèmes, et donc comme source d'exposition, mais aussi l'impact de l'homme sur les écosystèmes. Et donc, il y a une espèce de cycle qu'ils ont mis en évidence, mais vision assez intégrée qu'on pourrait appeler One Health actuellement dans ce genre. Et puis, je rajoute la vision d'un mes collègues et amis Sarijanis, qui lui est un modélisateur, et au fond pour lui l'exposome c'est avant tout un espèce de grand modèle où il va mettre en relation l'ensemble des expositions, les caractériser d'un point de vue presque informatique et proposer ensuite une interaction et des implications en termes de santé. Donc une vision la vision du modélisateur. Donc voilà une petite présentation un peu historique des contributions de chacun et qui vous donne une idée un peu assez large de ce qu'est l'exposome. Mais pour beaucoup de gens, l'exposome chimique est au premier plan, et donc c'est cette caractérisation de l'ensemble des substances chimiques qu'on peut trouver, notamment dans le sang ou dans les urines, dans un organisme vivant, même si les gens qui étudient l'exposome ne s'intéressent pas uniquement à l'exposition, mais aussi à l'impact de cette exposition. Là, j'ai établi une interaction donc, entre exposome, avec sa vision relativement large, le génome, mais aussi contribution de l'épigénome et du microbiome en général. Bien sûr qu'il y a des interactions entre l'ensemble de ces facteurs, mais disons que l'exposome, on peut l'étudier, et on l'étudie surtout en termes populationnels, plutôt des études épidémiologiques ou toxicologiques, mais enfin à impact épidémiologique. Mais si on commence à inclure l'exposome dans la notion de génome, d'épigénome et de microbiome, on peut commencer à avoir une vision plus individuelle de l'exposome en interaction avec le génome et les autres, l'épigénome et le microbiome, et donc peut-être commencer à se rapprocher d'un impact clinique un jour de l'exposome. On n'en est pas tout à fait là, mais c'est sans doute vers ça qu'on devrait pouvoir aller. Alors, quelles sont les règles en gros bon, je vous ai donné les définitions, mais il y a quelques règles pour dire qu'on fait un travail sur l'exposome. En théorie, et en fait, vous allez voir qu'en pratique, ça se réduit à quelque chose d'un peu plus simple, et on le verra un tout petit peu plus tard. D'abord, une vision holistique et multidisciplinaire. C'est un projet exposome, ce n'est pas un projet où il y a une discipline qui travaille. Si je fais ma manip sur des cellules dans mon laboratoire, c'est pas ça l'exposome, c'est vraiment une vision beaucoup plus multidisciplinaire et holistique d'une problématique. C'est souvent complexe à cause de ça, et il faut l'accepter. Il faut souvent, dans ces études-là, associer des effets à des expositions. Ce n'est pas simplement une description des expositions, c'est aussi regarder les effets. Intégrer les effets à long terme, c'est peut-être l'aspect le plus compliqué pour nous, notamment en toxicologie, d'aborder cette question du long terme, j'y reviendrai. On s'intéresse à différents types d'expositions. Si vous vous intéressez à un produit chimique sur un produit, ce n'est pas vraiment de l'exposome, il faut vraiment avoir une vision plus importante, et notamment si vous vous cantonnez aux produits chimiques, au moins étudier les mélanges de substances chimiques, tester des impacts d'association de plusieurs expositions, ça va avec, et puis interaction entre écosystèmes et santé humaine, ce n'est pas obligatoire, mais c'est un plus quand vous avez cette vision un tout petit peu plus large. Donc quelques règles, elles ne sont pas toutes nécessaires pour chacune des études, mais elles font partie. Et la complexité, je viens de le dire, qu'il faut admettre, c'est qu'on s'intéresse à différents niveaux. D'abord, le facteur de stress, donc l'exposition, physique, chimique, biologique, ou même psychosociale, dans beaucoup d'études d'exposome. Les sources, d'où ça vient, c'est très important parce que si on veut que l'exposome soit utile en santé publique, il vaut mieux savoir d'où ça vient, d'où viennent les problèmes, où ça a lieu. Ce n'est pas du tout pareil si vous êtes exposé au travail ou si vous êtes exposé à la maison ou à l'école, d'un point de vue d'une ville ou de la ruralité, c'est des choses différentes, il faut les préciser. Le temps est fondamental, c'est absolument pas du tout pareil d'être exposé pendant la vie fœtale ou chez l'adulte. Il y a des bons arguments pour dire que ce n'est pas exactement la même chose. La voie d'exposition, ça c'est classique en toxicologie, la distribution ensuite dans nos organes, et puis l'implication biologique. Donc ça fait beaucoup de choses. Évidemment, chaque étude n'aborde pas tout, mais ça c'est l'idéal. J'aimerais insister sur les questions du temps, parce que ça c'est, je dirais, quelque chose qui n'est
pas bien modélisé pour nous, comment des expositions sur le long terme peuvent finir par affecter la santé. Et c'est peut-être, je dirais, le défi le plus important en toxicologie, en épidémiologie actuellement, d'être capable de définir, d'étudier des expositions qui nécessitent un temps très long pour être visibles en termes d'impact clinique. Et je vous propose ici 3 modes de toxicité pouvant expliquer un impact sur le long terme. D'abord, toxicité par réitération, où il est nécessaire d'être exposé de manière très régulière et continue pour avoir un impact finalement sanitaire. Par exemple, le tabagisme est un bon exemple. La persistance, là, l'exposition externe peut être très courte, mais les substances auxquelles nous sommes exposés peuvent aller se loger dans notre organisme, par exemple dans le tissu adipeux, qui va ensuite les libérer de manière continue et à bas bruit, et ensuite vous transformez une exposition externe très courte en une exposition interne sur de très long terme, et vous avez cet effet. Mais je dirais que l'impact, la notion de temps la plus importante, c'est la toxicité par programmation, ou par exemple, pour illustrer le fait d'exposer un fœtus à une substance chimique ou à un stress physique ou autre, même pendant un temps court, modifie quelque chose dans le programme finalement génétique du fœtus, sans affecter nécessairement la séquence, ce n'est pas de la mutagénèse, modifie quelque chose, sans doute au niveau épigénétique, qui fait que tout va bien pendant un certain temps, mais il y a une augmentation de risque de développer une pathologie beaucoup plus tard dans la vie. Et là, on a des arguments de plus en plus importants, et dans un autre domaine, un autre concept, ça s'appelle la DOAD, la Developmental Origin of Health and Disease, et c'est un des domaines les plus excitants, je dirais, de l'étude de la toxicité. C'est ce qui est représenté ici. Ça ne concerne pas uniquement les toxicités des contaminants chimiques, mais aussi les déficits nutritionnels, les différents types de stress, avec un impact beaucoup plus long dans la vie. Et c'est là que l'épigénétique est fondamentale, et beaucoup de gens étudient l'épigénétique et l'impact donc de ces expositions sur l'épigénétique pour expliquer des impacts à long terme. Voilà une illustration d'un programme exposome qu'on a réalisé depuis quelques années. C'est un programme européen, et pour vous dire l'ensemble des méthodologies qui sont utilisées d'une manière ou d'une autre dans ce programme. D'abord, il faut mesurer les expositions. Alors ça se mesure de différentes manières, mais l'exposition externe peut être mesurée par les connaissances qu'on a des pollutions, mais aussi de plus en plus par des données satellitaires, par des capteurs dans l'environnement qui captent ce qui se passe, est-ce qu'il y a de quantité de CO2, quantité de produits nitrés, etc., de particules, et des capteurs personnels qu'on peut porter sur soi et qui vont capter toute une série de choses et donner toute une série d'informations, qu'elles soient d'ailleurs des expositions ou des informations physiologiques que vous connaissez bien. Et puis ensuite, on va faire des modèles pour essayer de comprendre comment une multitude d'expositions par l'air, par l'eau, par l'alimentation peut donner un impact sur une exposition interne, c'est-à-dire ce qu'on trouve dans le sang, pour pouvoir ensuite expliquer les impacts sanitaires. Et ensuite, c'est bien sûr l'analytique. L'analytique est au premier plan. On peut faire énormément de données, obtenir énormément d'informations par une analyse de sang, beaucoup plus que les quelques dizaines de polluants. En fait, on peut avoir des informations beaucoup plus larges, et tout ceci est associé à des approches cinétiques pour déterminer la quantité du composé qui vous intéresse, non pas dans le sang, mais au niveau du tissu qui vous intéresse, le cerveau par exemple. Donc, et ça, on a besoin souvent de données parce qu'on n'a pas nécessairement la capacité, bien sûr, de le faire directement. Tout ceci s'intègre dans ensuite des études épidémiologiques assez larges, que ce soit qu'on appelle parfois Environment-Wide Association Studies, un peu comme les Genome-Wide Association Studies. Et puis, on peut y associer des approches mécanistiques pour mieux soutenir la notion de causalité. Donc ça, je vous donne un exemple qui est sorti de cette étude. Bon, c'est très réduit, ce n'est pas un exposome global, mais c'est l'exposition à des mélanges de phtalates, qui sont des plastifiants, et des métaux lourds chez des femmes enceintes. On suit ensuite les enfants, et on voit que cette exposition augmente le risque de problèmes neurodéveloppementaux, notamment des problèmes cognitifs des enfants. Et vous voyez que ce sont des problèmes qu'on voit de plus en plus. Alors, ensuite, on fait des études d'épidémiologie moléculaire, c'est-à-dire, par exemple, de la métabolomique dans le sang, et on trouve qu'il y a des altérations dans le métabolisme mitochondrial, et notamment au niveau du cycle de l'urée.
quand on aime le foie, on sait que c'est quand même un cycle assez important. Mais c'est des associations, ça reste des études épidémiologiques. Bon, on se dit, c'est pas idiot, la mitochondrie, le neurodéveloppement, il y a quelque chose à voir. Et puis ensuite, on fait des études de toxicologie où on met à ce moment-là, on expose des cellules à des phtalates et des métaux, et on montre à ce moment-là qu'en effet, le cycle de l'urée et toute une série d'autres marqueurs mitochondriaux sont modifiés, et donc on renforce comme ça le fait qu'il y a une relation entre un problème métabolique et le neurodéveloppement, et on améliore la compréhension de l'impact de ce mélange de polluants. Et, bon, j'ai parlé des capteurs, il y en a de plus en plus, beaucoup de capteurs environnementaux. Cette diapo est un peu ancienne, maintenant c'est beaucoup plus petit et ça marche de mieux en mieux. Il y a tout un travail extrêmement intéressant de valorisation, d'innovation pour développer des capteurs qui détectent de plus en plus de choses, la poussière, les produits chimiques, le bruit, la lumière, etc., etc. Et donc ça vous donne une idée assez large de ce à quoi vous êtes exposé, soit personnellement, soit dans le lieu où vous vivez ou le lieu où vous travaillez. Et ensuite, on fait beaucoup de modélisation. Quelque chose qui s'appelle agent-based modeling, c'est-à-dire on va modéliser si le matin vous êtes chez vous, on va avoir un modèle des expositions. Vous prenez le métro, ce sont d'autres expositions. Vous allez travailler dans une industrie chimique, c'est une autre exposition, etc. Et on fait, les modélisateurs vous font de très beaux modèles de l'ensemble des expositions auxquelles vous êtes sujet. Donc ça, c'est ce que. Et puis ensuite, ça reste de l'épidémiologie souvent. Donc beaucoup d'enquêtes alimentaires et autres. Je viens de parler des capteurs et toute une série de biomarqueurs qu'on peut faire pour avancer dans les connaissances. Et là, je reviens à ce que fait Gary Miller, c'est-à-dire à la fois vous étudiez le profil des expositions dans le sang, le profil des expositions par des études de spectrométrie de masse d'assez haute volée, et le profil métabolomique qui est en fait la conséquence, sans doute, en tout cas, c'est ce qui est dit dans ce type d'études, de ces expositions. Il y a la notion de temps qui pose problème ici, donc c'est très bien de faire en même temps les expositions et l'impact, mais il ne faut jamais oublier que la notion de temps est fondamentale. Quelques exemples d'impact, d'études d'ailleurs plutôt expérimentales, je vais vous le montrer, et d'exposomes et de pathologie hépatique. Je vais vous parler d'un sujet qu'on a traité au labo, et là l'exposome est très simple, c'est le régime alimentaire et l'exposition à un polluant. C'est ça, enfin, ça se réduit à ça parce qu'il faut simplifier les choses à un moment. Donc là c'est un exemple, et on a étudié ça donc, chez la souris, donc un régime riche en graisse et l'exposition à un facteur chimique qui est la dioxine, qui est notre sujet favori. Et donc, quand vous faites ça donc, chez la souris, donc, vous avez, bon, là c'est la souris contrôle, là c'est le poids du foie, là c'est l'effet de la dioxine, vous le retrouvez là, c'est augmenté. Curieusement, le régime alimentaire riche en graisse n'a pas tellement augmenté, et vous avez ensuite une augmentation plus franche quand vous faites les deux. Ça se voit sur la quantité de triglycérides. La dioxine elle-même a un effet sur la stéatose, l'effet attendu du régime riche en graisse, et puis les deux ensemble, ça semble être synergique. Je ne veux pas en faire plus, mais en fait, on voit bien que c'est nettement plus élevé et c'est significatif. Donc là, l'impact sur l'accumulation de graisse semble synergique entre les deux. Ensuite, on a étudié les marqueurs d'inflammation qui sont représentés ici, et là, c'est principalement l'impact de la dioxine. L'effet est principalement celui de la dioxine. Dans cette expérience-là, on n'a pas vu d'effet important du régime riche en graisse. Et puis ensuite, la fibrose, parce qu'on observe ça aussi dans ces foies. Donc, dans le foie traité par les deux, vous avez à la fois de l'inflammation, vous avez de l'impact donc de l'accumulation de triglycérides et de la fibrose qu'on mesure donc avec du rouge Sirius. Et donc là, vous voyez, là aussi, il y a un impact plus important sur la fibrose, de mélange des deux composés, et puis donc d'autres arguments sur la toxicité. Donc c'est juste pour vous illustrer que on a un cas, là, nutrition plus exposition à des produits chimiques, où on voit des choses sur les mélanges qu'on ne voyait pas nécessairement, en tout cas pas avec la même intensité sur chacune des substances. Ces observations sont ensuite retrouvées pour d'autres produits chimiques comme le bisphénol A, qui est un perturbateur endocrinien, ou un composé perfluoré. Vous savez que ces perfluorés sont
Certains les appellent les dioxines actuelles, c'est-à-dire ce sont des substances très très persistantes qui ont des propriétés différentes de la dioxine, qui sont présentes dans beaucoup de choses, notamment dans les téphales, pour empêcher en fait le fait que l'eau colle ou que ce que vous êtes en train de cuire colle à la poêle. Et en fait, on les met un tout petit peu partout. En anglais, on les appelle les forever chemicals parce qu'on a du mal à s'en débarrasser quand ils sont dans la nature ou dans votre organisme. Vous allez avoir énormément de mal à vous en débarrasser. Donc c'est un sujet très actuel actuellement au niveau européen. Je voulais un peu moduler ça par un travail peut-être un peu plus ancien que nous avions fait et où justement l'exposition en question n'était pas externe mais quelque part interne. Donc c'est pour vous dire la complexité parfois des choses. On s'était beaucoup intéressé aux tissus adipeux et au fait qu'ils pouvaient capter les polluants organiques persistants, les stocker, et les stocker pour des années et des dizaines d'années. Si je vous donne un peu de dioxine, vous mettez 10 ans pour vous débarrasser de la moitié de la dose de dioxine, et ça va dans le tissu adipeux. Et ensuite, on sait que c'est libéré à bas bruit par le tissu adipeux. Il est possible que le fait que le tissu adipeux capte ces composés soit protecteur quelque part, alors que la libération à bas bruit sur des années et des années peut représenter un danger. Et donc, nous l'avons étudié avec Arnaud Badevant et Karine Clément, donc chez l'homme, où notamment les personnes qui ont une obésité très très importante, pour lesquelles on réalise une chirurgie bariatrique pour diminuer, et donc on va diminuer de manière considérable, des dizaines de kilogrammes le poids du tissu adipeux. Et la question était, est-ce que c'est libéré dans le sang? Oui, c'est libéré dans le sang. Les polluants, la dioxine, les PCB présents dans le tissu adipeux sont libérés dans le sang quand il y a ces amaigrissements importants. Et l'impact est relativement important, notamment sur le profil lipidique et sur le bilan hépatique. Donc quand ils augmentent dans le sang, là l'exposition elle est interne, elle vient du tissu adipeux, mais ça a un impact sur la gamma-GT, entre autres ici. Alors attention, quand on fait ces procédures d'amaigrissement, tout le monde s'améliore. Tout le monde s'améliore. Mais ceux qui ont le plus de polluants organiques dans le sang avec s'améliorent moins bien que les autres. Donc c'est ça le message. Tout le monde s'améliore, mais on s'améliore moins bien quand il y a beaucoup de polluants, et c'est sans doute lié à l'impact direct de ces polluants sur notamment le foie. Alors, quand j'ai voulu préparer ce topo, il venait de sortir un article dans Hepatology, avec exactement le titre pratiquement de cet exposé, c'est Exposome et maladies hépatiques. C'est des gens que je connais bien, donc Douglas Walker et Gary Miller sont aux États-Unis des gens qui font de l'analytique, c'est-à-dire j'ai donné quelques exemples tout à l'heure, c'est eux qui dosent ces expositions, et ils ont collaboré avec des gens de la Mayo Clinic sur les problématiques hépatiques. C'est un résumé qui montre un certain nombre. Alors c'est un peu décevant quand on lit le truc, parce que ça reflète des choses qu'on connaît déjà. Et en fait, on a un peu l'impression que tout le monde, peut-être dans cette salle, fait de l'exposome sans le savoir, parce qu'on a toujours mélangé des choses ayant une vision plus large. La différence là, c'est qu'ils vont s'orienter vers des études très large spectre. On va prendre tout ce qu'on peut prendre comme échantillon sanguin ou biopsie ou autre, et on va faire des analyses très large spectre et ne pas se contenter d'un ou deux produits fondés sur une hypothèse particulière. Donc, bon, ils ont cité des choses qu'on connaît, le carcinome hépatique, le rôle de l'aflatoxine et de l'hépatite, tout ce qui est donc interaction entre régime riche en graisse et composés toxiques, j'ai donné quelques exemples tout à l'heure, mais ensuite des pathologies en fait un peu moins connues et étudiées pour cela, et donc la cholangite biliaire primitive, la cholangite sclérosante primitive, les CBP, les CSP, donc c'est des choses pour lesquelles on a moins d'arguments. On retrouve dans la littérature quelques arguments sur des médicaments, sur des toxiques, sur des facteurs infectieux, bien sûr, mais leur objectif, c'est d'essayer d'améliorer les connaissances en ayant cette vision très large, et c'est ça ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont obtenu un sacré grant du NIH pour pouvoir faire ça, justement, c'est-à-dire avoir cette analyse. Donc c'est en train d'arriver sur des pathologies pour lesquelles, justement, on a moins d'informations que d'autres, et ça va dans le bon sens. Une petite illustration supplémentaire, travail un peu personnel. J'ai consacré beaucoup de temps sur le récepteur de la dioxine qu'on appelle le récepteur AHR, Aryl Hydrocarbon Receptor. C'est le récepteur de la dioxine et de certains polluants qu'on retrouve dans les particules atmosphériques, dans le tabac, etc. Donc c'est des polluants aromatiques
des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Donc, historiquement, c'est vous dire comment la notion d'explosion, finalement, remet un peu en cause toute une série de choses qu'on savait. Historiquement, c'était simple, de travailler sur le récepteur AHR. C'est le récepteur de polluants, il induit le métabolisme du xénobiotique, c'est la réponse, et puis il induit par ce biais-là un certain nombre d'autres effets toxiques, et c'est comme ça qu'on expliquait un peu l'impact de ces toxiques sur que ce soit le foie ou d'autres tissus. Il n'est pas spécifique du foie, mais on pourrait dire la même chose des autres récepteurs des xénobiotiques présents dans le foie. Ça, c'était quand j'ai commencé à travailler en gros sur le récepteur AHR, je ne dirais pas il y a combien de temps. Ensuite, avec le temps, je le fais très court, voilà la vraie vision actuelle du récepteur AHR. On s'est rendu compte que non seulement il était capable de lier des xénobiotiques, des polluants, ensuite on s'est rendu compte qu'il est capable de lier des substances donc, présentes comme des flavonoïdes, du resveratrol, de la quercétine, enfin toute une série de substances présentes dans l'alimentation. C'est un ligand, et c'est peut-être un de ses rôles majeurs, d'un certain nombre de produits du microbiote, que ce soit des indoles, des phénazines et bien d'autres. Et pour beaucoup, il est présent dans les cellules immunitaires de l'intestin, et il veille un peu, et il est capable de détecter le microbiote intestinal grâce à ces métabolites du microbiote, et donc d'entraîner soit une tolérance, soit une toxicité dans certains cas. Et puis surtout, il est aussi le récepteur de toute une série de substances endogènes, par exemple du métabolisme du tryptophane principalement. Et lui-même, ce récepteur, interagit avec toute une série d'autres protéines. Il a, sur le plan de l'expression des gènes, des impacts qui ne sont absolument pas réduits à l'impact sur le métabolisme des xénobiotiques et leur transport, mais bien plus large sur la différenciation, sur la migration des cellules, sur l'inflammation et la régulation immunitaire. Et de ces fonctions, ce n'est pas seulement dans la détoxication qu'on pensait initialement, mais aussi dans le développement des cellules immunitaires. C'est les immunologistes qui s'intéressent pratiquement le plus avec nous à ce récepteur actuellement, et dans toute une série d'autres. Donc, à partir d'une vision un peu restreinte qu'on avait initialement, on a une vision beaucoup plus large de ce récepteur. Moi, je l'appelle parfois, c'est un mini exposome récepteur, mais il faut en arriver là, et je pense qu'on comprend mieux l'impact de ce récepteur et ses fonctions si on a cette vision beaucoup plus large. Alors, qu'est-ce que c'est ce concept d'exposome qui est extrêmement large? Alors, certains vont vous dire, ça va dans tous les sens. Non, ça ne va pas dans tous les sens. Évidemment, c'est très large, mais on n'atteindra pas tous les objectifs simplement en faisant donc une étude extrêmement large. Il faut savoir aussi focaliser l'intérêt et focaliser les études. Mais ça permet beaucoup de choses. D'abord, un développement méthodologique incroyable, notamment sur les détecteurs et les capteurs, sur la surveillance des émergences grâce à de l'analytique de très haute volée, la modélisation, utiliser de nouveaux biomarqueurs d'effet, l'impact des mélanges, et puis ce qu'on appellera une médecine systémique, c'est-à-dire associer différents niveaux de omics et en faire, grâce à la médecine systémique, un modèle qui puisse être utilisé. Une conception multifactorielle, bien sûr, des pathologies, et puis une approche multidisciplinaire des pathologies. Les implications réglementaires, elles peuvent arriver, mais les travaux sur l'explosion sont très longs. Je vais vous donner un exemple, ça va mettre des années et des années. Les réglementations, donc, elles sont fondées toutes pratiquement sur une origine, souvent une substance. Et ça, il va falloir revoir complètement ça avec l'exposome. On ne peut pas continuer à travailler avec des réglementations fondées sur une substance ou sur une origine. Donc l'eau, l'air, le bruit, tout ça, il faut les intégrer. Et ça, c'est ce que permet l'exposome. C'est pas simple. Mais enfin, il y a des étapes. Il faut commencer quelque part. Il ne faut pas avoir une ambition trop large, mais les premières étapes, c'est d'abord intégrer la notion de mélange de produits chimiques. Et si on arrive à l'intégrer dans la réglementation, ce serait super. On en est très loin. Et donc, on se plante actuellement dans nos réglementations. Il faut l'intégrer. Je pense que l'interaction entre nutrition et toxicologie, c'est un des premiers pas sur lesquels on peut travailler aussi pour avancer avec cette notion en tête. Et puis, essayer dans toute réglementation, penser qu'il peut y avoir des facteurs, des biais, d'autres facteurs intervenants, donc correspondant à cette notion. Il y a des implications en santé publique, bien sûr, la réglementation, j'en ai parlé, le fait de s'intéresser à des populations vulnérables. J'ai dit que l'exposome, c'était en fonction du temps, et il y a des périodes de vulnérabilité plus importantes que d'autres, le fœtus, la petite enfance, peut-être la puberté.
Donc ça nous oblige à nous y intéresser de plus en plus. Et puis il y a des messages de santé publique qui doivent aller dans ce sens-là. C'est très surprenant de voir comment les messages viennent. On va vous parler de toxiques, éviter le mercure par exemple. Bon, pour éviter le mercure, il faut mieux diminuer le poisson, c'est clair. Par contre, diminuer le poisson, c'est diminuer toute une série de oméga 3, d'oméga 6, etc. Et donc, c'est pas très très bon non plus. Donc, le nutritionniste va vous dire mangez du poisson, le toxicologue va dire évitez le mercure, évitez les dioxines, c'est dans le poisson. Donc, on essaie de trouver des messages qui allient les deux, et donc manger un peu de poisson, mais pas que du gras, un peu de maigre, etc. etc. Donc, mais c'est fondamental, et on retrouve ces contradictions à différents niveaux. Et puis, je pense qu'un beau jour, on ira vers ce qu'on appelle la prévention de précision, où on va pouvoir conseiller de manière un peu plus spécifique à certaines personnes, en raison de pathologies, en raison de stade développemental, de prendre des précautions un peu plus particulières. Et de même qu'on fait de la médecine de précision, la prévention fait partie de la médecine de précision, on va être beaucoup plus précis dans ce qu'on va pouvoir dire aux uns et aux autres. Et avec ces recommandations, je voudrais donc finir cet exposé et vous remercier pour votre écoute.